moi. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'animer une conférence avec toi aussi, puisqu'on a tout cet éclairage très méticuleux du droit international, qui est une matière qui peut être éloignée pour certains d'entre nous et qui est effectivement de plus en plus piétinée dans de nombreuses prises de parole dans les médias, dans le champ politique. Et il faut qu'on ait des voix plus importantes qui nous rappellent toute cette technicité du droit et les références auxquelles dont on doit pouvoir se saisir chacun et chacune pour pouvoir analyser aussi cette actualité qui est tout aussi complexe. Pour Barreau, je dirais qu'il est coupable et incompétent. Je voulais aussi dire un mot de remerciement à tous les organisateurs et toutes les personnes, tous les militants, militantes, tous les bénévoles, tous les gens qui ont dédié un peu de leur temps à vous, de votre présence. Surtout que les beaux jours sont revenus, donc on est tenté d'être plutôt à l'extérieur et de faire autre chose. Donc je suis vraiment aussi émue de vous retrouver. C'est un moment qui est compliqué, je pense. Tu fais bien de rappeler qu'il y a toujours un génocide à Gaza, mais je pense que la dureté des images et la fréquence des images auxquelles on a été confrontés peut nous laisser penser que dans la mesure où ces atrocités ont peut-être réduit ou changé de méthode, que cette actualité serait plus, en tout cas moins susceptible de mériter cette attention. Et il faut qu'on soit très vigilant et vigilante. Et c'est un travail qui est plus dur, je trouve, encore que les 2 premières années, où maintenant il faut faire un travail presque de fouille des informations, puisque nous sommes plus confrontés à toutes ces images de manière quotidienne. En tout cas, on y est si on a les réflexes comme les militants pro-palestiniens, je pense, qu'ont tous les jours, le matin et le soir, d'aller regarder les médias palestiniens. Mais voilà, il ne faut surtout pas se reposer sur cet a priori. Mon discours, mon propos, il ne va pas être très très long. Je veux qu'on accorde aussi du temps à vos questions, et on est aussi là pour répondre à vos questions. Je vais compléter ton exposé et puis plutôt me concentrer pour ma part sur la complicité européenne. Je ne vais pas revenir sur le prisme du droit international que tu as très bien développé. Je vais un peu essayer d'aborder les différents angles de complicité qui font aujourd'hui obstacle à la justice, au respect du droit international. Et je conclurai sur cette actualité-là, qui a été aussi ta conclusion. Comment il nous faut impérativement comprendre en quoi la défense aujourd'hui du peuple palestinien est intimement liée à nos droits et nos libertés ici en France. Et plus largement en Europe. Il y a une base de données, un site qui recense les incidents liés aux violations des droits, selon lequel il y a 60% des cas de répression ou de privation de droits liés à la Palestine sont recensés en Europe. En Europe, nous sommes le territoire qui concentre le plus de politiques et d'outils de répression des voix pro-palestiniennes, quel que soit leur statut, et je pense que vous le voyez, vous aussi à votre échelle, c'est-à-dire qu'on soit militant, qu'on soit politique, qu'on soit journaliste, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit étudiant, qu'on soit simple sympathisant qui peut relayer un message sur les réseaux, qui peut participer à une manifestation, nous sommes tous soumis à ce même rouleau compresseur qui va mobiliser énormément de dispositifs, soit des arrestations arbitraires, il y a eu des amendes, il y a eu les tentatives d'interdiction des manifs, il y a eu encore aujourd'hui les tentatives visant à interdire ce type d'événements, puisque vous avez pu le voir, il y a eu plusieurs communiqués, notamment du CRIF, qui, partout où je vais, maintenant je dois le dire, partout où je vais,
lancent un petit communiqué ou des petits coups de fil ou des petits mails pour tenter de censurer finalement cette parole. Mais on est vraiment tous dans le même bateau, j'ai envie de vous dire, quel que soit notre degré d'engagement ou d'exposition. Donc sur la question de la complicité européenne, ce qui est très important finalement sur la complicité européenne, et ça se joint avec la France, c'est que cette complicité, on ne peut pas la traiter sur ces éléments très matériels que tu as décrits, la livraison d'armes, le commerce, si on ne comprend pas ce qu'il y a de complicité idéologique et historique. Et parce qu'on peut être finalement, et je comprends, moi la première, on peut être finalement assez fatigué de se dire bon, on aura tout essayé, on a dénoncé, mais on ne comprend pas ce qui bloque tout là-haut. On ne comprend pas ce qui bloque au niveau de nos décideurs, on ne comprend pas ce qui bloque au niveau européen, mais ce qui bloque, c'est d'abord une complicité idéologique. C'est d'abord une complicité historique. Et c'est en cela que nous avons, malgré tout, remporté une victoire qui est, pour moi, la plus importante, qui est celle de l'opinion. Aujourd'hui, l'opinion, en France, est majoritairement solidaire. J'utilise ce mot parce qu'on s'en fout de savoir finalement si on aime, on n'aime pas le peuple palestinien, si on le connaît, on ne le connaît pas. C'est d'ailleurs un peuple qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes aussi. Mais il y a une solidarité, il y a une empathie, il y a une compréhension des Français et des Françaises sur ce que le peuple palestinien est en train de vivre. Et cette bataille-là, ça a été, à mon sens, la plus dure. Et elle est en train aussi d'avoir lieu aux États-Unis. Si vous suivez de près je ne suis pas très grande fan des sondages, mais il se trouve qu'ils sont relayés, y compris par des instituts sérieux, etc. Donc il y a en tout cas des indicateurs aux États-Unis et dans la majorité des pays occidentaux aujourd'hui sur un basculement de l'opinion qui est plutôt, et c'est assez inédit, qui est plutôt en faveur du peuple palestinien. Et oui, ça c'est fou en fait. Cette bataille-là, c'est la plus importante et c'est la plus dure finalement aussi à mener. C'est-à-dire d'essayer de convaincre partout où nous allons, partout où on a une responsabilité de prise de parole, de convaincre et d'expliquer ce qui est en train de se jouer, de sortir des pièges qui nous sont tendus en permanence, qui sont des pièges de sémantique autour du terrorisme, autour de la question du génocide. On passe plus notre temps, si on est invité aujourd'hui sur un plateau de télé, à contester la censure qui est faite du mot, par exemple, génocide, et on le voit même encore récemment sur France Info, qu'à expliquer pourquoi il y a un génocide. On n'a même pas l'espace aujourd'hui dans un média de pouvoir dérouler sur les références, d'expliquer les nombreux rapports qui ont documenté, caractérisé le crime de génocide, d'expliquer juridiquement à quoi il est rattaché, d'expliquer pourquoi nous sommes en France, nous avons une responsabilité, qu'elle soit historique ou qu'elle soit actuelle, du plan de vue matériel. Et donc, c'est quand même une victoire non négligeable. On est dans un moment de censure, d'invisibilisation, de répression, de criminalisation des voix solidaires du peuple palestinien. Et ce qu'il faut se dire, c'est que malgré ça, nous avons eu cette victoire, qui est cette victoire de l'opinion, et qui est la seule, à mon sens, qui peut faire basculer les politiques. C'est-à-dire que nous sommes sur un sujet, et il y a eu de nombreux sujets qui ont existé dans cette même dynamique en France, où il a fallu que l'opinion, parfois c'est le politique, vous voyez, qui peut être peut-être pas en avance, mais le politique qui peut être à l'initiative d'une vision qui peut être plus progressiste pour la société et qui voilà, je prends l'exemple par exemple de la peine de mort. La peine de mort, au moment où elle a été adoptée, l'opinion publique était plutôt opposée. Là, nous sommes dans une autre dynamique, c'est-à-dire que ça doit venir par le bas, quoi, et par l'opinion justement, par la majorité des voix qui veulent que ce droit international soit respecté, qui ne se reconnaissent pas dans cette France complice des criminels de guerre, qui ne se reconnaissent pas dans cette France
qui n'a plus du tout de voix sur la scène internationale, qui ne pèse plus à l'heure où nous avons Trump et son conseil de paix qui se met en place, etc. etc. Et donc j'insiste vraiment sur ça, sur le fait que c'est la bataille pour moi la plus importante et c'est la seule qui nous permettra de changer la donne sur le plan politique. Maintenant, il y a énormément de boulot, puisque le terrain de complicité que nous avons, pour moi, au sein de l'Union européenne, c'est qu'il est d'abord historique. Moi, ça, je pense que tout le monde a quand même quelques éléments en tête, puisque nous l'avons porté pendant toutes les conférences ces 2 dernières années. Mais la France, l'Union européenne, les États européens ont un passif qui leur facilite pas la tâche non plus, parce que le continent européen, si vous voulez, c'est vraiment la double culpabilité en fait. Et le double blocage idéologique. Le premier, il porte sur l'histoire et le passif colonial. À partir du moment où nous sommes dans des pays qui sont dans l'incapacité même de nommer les crimes coloniaux, d'être pédagogue sur ces crimes-là, de pouvoir tirer des leçons de ce passé. Comment voulez-vous qu'on puisse être dans un pays qui, sur le plan politique, puisse identifier et être clairvoyant sur ce qu'Israël est en train de faire aux Palestiniens? Puisqu'il y a un continuum. Le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit colonial. C'est d'abord un conflit colonial. Et ce qui est en train d'être fait au peuple palestinien, il y a eu, à des degrés différents, les mêmes procédés du point de vue des puissances coloniales à l'endroit de populations colonisées. Et le deuxième blocage, il tient à notre passif, qui est celui de l'antisémitisme européen, et notamment de la Shoah, et notamment de la collaboration de la France. Et bien sûr que cet événement, cette période historique va engager les États européens dans un soutien quasi inconditionnel à l'endroit de l'État d'Israël en réponse à cette culpabilité. Bien sûr, pas que, mais bien sûr que ça rentre en ligne de compte. Et par ailleurs, vous voyez quels sont les 2 États qui sont les plus durs sur la question palestinienne, c'est l'Allemagne et la France, au sein de l'Union européenne. L'Allemagne, c'est vraiment un degré beaucoup plus inquiétant. Hein. On est vraiment à un niveau de répression qui est beaucoup plus inquiétant. Vous pouvez vous retrouver, c'est déjà le cas en l'occurrence, c'est ce que prévoyait la loi Yadan, mais vous pouvez vous retrouver arrêté, détenu, parce que vous dites from the river to the sea et que vous le pensez dans une alternative, par exemple, à la solution à 2 États. Si vous voulez un État égalitaire du Jourdain à la mer, et que ce slogan vous parle sous ce prisme-là, ce qui est quand même le cas pour toute une génération aujourd'hui, y compris israélienne, eh bien, vous pouvez faire l'objet d'une arrestation. Donc c'est assez inédit, je veux dire, pour cette démocratie ou ces États qui se présentent en permanence sous cette étiquette-là. J'ai l'impression qu'il y a un peu un éléphant dans la pièce, qu'ils sont incapables de le voir et qui comprend en fait d'analyser ces 2 éléments historiques, c'est-à-dire la question coloniale qui a, quelles que soient, je veux dire, ses opinions, quel que soit son niveau d'éducation là-dessus, personne ne peut nier que le destin européen est entremêlé avec ces 2 passifs extrêmement chargés et qui ont tous les 2 une mémoire. Et d'une part la mémoire post-coloniale et la mémoire de la Shoah, d'autant plus dans un moment où nous avons affaire à des dirigeants israéliens qui ne cessent d'instrumentaliser cette histoire, qui ne cessent d'instrumentaliser également la question de l'antisémitisme dans nos sociétés, qui ne cessent de prétendre parler également au nom de toutes les personnes juives à travers le monde. Netanyahou, très régulièrement, prétend parler au nom de toutes les personnes de confession juive, ce qui n'est absolument pas le cas. Et nous vivons dans une société, et ça je dois quand même le souligner, il y a les voix palestiniennes qui sont pro-palestiniennes qui sont invisibilisées, mais il y a aussi les voix juives opposées ou critiques qu'on appelle les voix juives décoloniales, ou en tout cas souvent ces collectifs prennent souvent ce nom-là pour se présenter.
Mais ces voix-là, elles sont aussi systématiquement invisibilisées, alors qu'elles existent, alors qu'elles militent, alors qu'elles réfléchissent, alors qu'elles ont une voix qui est considérable. Aux États-Unis, c'est Jewish Voice for Peace, c'est un collectif qui est plus suivi que Biden sur les réseaux sociaux, pour vous dire l'écho qu'ils ont. En France, nous sommes encore toujours des stratégies, je trouve, d'invisibilisation. On ne les considère pas comme des interlocuteurs, les politiques ne vont pas forcément les rencontrer. Je vous prends, je sais pas, les assises de Aurore Berger sur la question de l'antisémitisme. Eh bien, tous les collectifs juifs décoloniaux qui se définissent pas comme sionistes, ou voire même antisionistes, eh bien, ils ne feront pas partie des interlocuteurs que Aurore Berger, ou le pouvoir finalement, va consulter. Et à l'inverse, le CRIF, qui ne représente absolument pas toutes les personnes juives en France, eh bien, prend aussi position au nom de toute cette diversité aussi juive sur la question politique israélo-palestinienne. Donc ça, c'est un élément très important. Pour ne pas être trop long, je continue juste sur les deux autres. L'élément historique, il faut vraiment l'avoir en tête. Il y a un énorme travail à faire, et je pense que nous payons collectivement, moi aussi, nous payons collectivement tout ce qui n'a pas été fait sur la question palestinienne depuis des décennies. La question palestinienne, elle a existé dans le débat public, mais souvent en petite parenthèse, en réaction à l'actualité, à un moment, aux intifadas, à Oslo, et ça a été systématiquement des petites parenthèses. Et nous sommes, j'espère, sur une dernière ligne droite et une éprouvante ligne de lutte qui ne lâchera plus rien tant qu'une perspective concrète, politique n'est concrète sur le terrain finalement. Et c'est en cela aussi que nous sommes éprouvés, c'est que nous ne sommes pas dans une réponse à une séquence, à un événement. Nous sommes, pour certains d'entre vous ici, déjà des militants depuis de nombreuses décennies, et pour beaucoup d'entre vous, très investis sur ce sujet depuis plus de 2 ans. Et donc c'est assez normal qu'on soit aussi, si vous voulez, éprouvé, mais il faut aussi regarder ces victoires. Sur la question de la complicité, vous avez une complicité idéologique, comme je le disais, c'est-à-dire que nous sommes dans un moment, et c'est ça qui est aussi très inquiétant, dans un basculement je sais que tout le monde est un peu fatigué de cette expression de l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, etc., et qu'on nous le répète depuis plusieurs temps, mais je le vois personnellement au Parlement européen, où les voix de la droite et de l'extrême droite, aujourd'hui, ont la majorité numérique. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une alliance entre les deux, et ils écrasent tous les autres groupes politiques de Renew, c'est-à-dire du centre, macroniste, même si c'est difficile de les placer encore au centre, mais des sociodémocrates, des Verts et de The Left, la gauche plus radicale, disons, ou la vraie gauche. Mais donc, vous avez... Si vous voulez, il y a un écrasement comme ça qui est fait par cette droite, et c'est pas n'importe quelle droite, c'est pas la droite de De Gaulle, quoi, ou de Chirac, ou même si, voilà, mais c'est la droite de Bellamy, c'est la droite de Rotaillon, plus 3 groupes d'extrême droite. Donc, et il y a, si vous voulez, la convocation du sujet israélo-palestinien sous un angle de plus en plus aussi civilisationnel. Civilisationnel, c'est-à-dire qu'Israël fait le boulot contre des terroristes, contre des islamistes, contre des arabes, contre les barbares. Et donc nous avons toute une rhétorique, toute une sémantique qui est mobilisée, qui est celle du temps des colonies, il faut le dire. Vraiment, faut briser les tabous aussi sur cet angle-là. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle à faire dans la manière dont le palestinien est dépeint aujourd'hui par cette droite, par tout cet aile-là fasciste qu'on a dans notre société. Eh bien, c'est de la même manière qu'on dépeint, qu'on pouvait dépeindre les indigènes, les colonisés, quoi, les peuples colonisés. Eh bien, il y a une saisine, voilà, de cette... vraiment de manière dégueulasse, c'est-à-dire que moi je les vois, si vous voulez prendre la parole, ces gens-là ne maîtrisent rien
sur cette question. Mais ils prennent la parole pour simplement asseoir que nous avons affaire à des terroristes et qu'Israël, il faudrait soutenir Israël parce qu'Israël fait le sale boulot pour tout le monde, pour l'Occident en Orient. Et donc il faut qu'on puisse, de là où on est, contre-attaquer en fait sur tout ce pan-là. Et heureusement qu'il y a des historiens, Sophie Bézis fait partie de cela, mais d'autres qui ont aussi travaillé à déconstruire ce mythe de la civilisation judéo-chrétienne qui est énormément mobilisée par tous ces groupes politiques et même malheureusement par énormément de médias qui travaillent à cet angle aussi civilisationnel, cette propagande civilisationnelle, et qui se base aussi sur l'islamophobie, la montée de l'islamophobie en Europe. Les rapports sur l'islamophobie, il faut quand même s'y attarder à un moment donné parce que c'est près d'un musulman sur deux en Europe qui a été à un moment ou un autre victime d'islamophobie. Et la particularité de l'islamophobie, c'est que c'est un racisme d'État. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il est précisément dangereux parce qu'il vient de l'État, des médias, des personnalités politiques. Ce qui n'est pas le cas de l'antisémitisme. L'antisémitisme est un racisme qui malheureusement est très ancré dans nos sociétés européennes. Et puis j'ai brièvement fait une parenthèse sur la catastrophe européenne finalement qu'a été cette Shoah. Mais aujourd'hui, vous avez des personnalités politiques, et fort heureusement c'est leur travail, qui sont très vocables sur la question de l'antisémitisme. Très vocables, s'il y a une agression, s'il y a un fait, on peut compter sur eux si vous voulez. Et on doit pouvoir compter sur nos décideurs pour être en alerte et mobilisés dès qu'il y a un acte antisémite. Mais je ne les vois pas se mobiliser de la même manière quand il y a un acte islamophobe. Et c'est l'inverse qui est fait. L'inverse qui est fait, c'est-à-dire qu'à l'inverse de cette même parole politique, de cette même parole de responsables politiques ou même dans les médias, c'est l'inverse qui est fait à l'endroit des musulmans. Et rien ne participe plus qu'à diviser et opposer ces communautés que quand vous avez cette division qui vient de tout en haut, de l'État, et qui ne met pas en place les mêmes prérogatives, qui ne travaille pas à, si vous voulez, considérer les victimes, toutes les victimes, de la même manière qu'ils ne travaillent pas à considérer les vies palestiniennes au même rang que les vies israéliennes. Donc ça, c'était le deuxième aspect. Et sur le dernier aspect, je termine vraiment là-dessus, c'est la complicité matérielle, dont tu en as déjà parlé, mais en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit que cette complicité matérielle qui passe par des accords, qui passe par la livraison d'armes, elle est à l'échelle européenne, même si c'est l'Allemagne qui est l'État le plus investi malheureusement sur cette question de livraison d'armes et de soutien matériel à Israël, et qui est le plus entêté aussi. Il y a vraiment un entêtement et un abrutissement qui est difficile à cerner, qui est difficile à accepter aussi. On a le même avec Barrot. Effectivement, à chaque prise de parole, il faut garder son calme. Il faut se satisfaire de on condamne, de millième on condamne dans les communiqués du ministère des Affaires étrangères sans qu'il y ait effectivement de sanctions. Et bien à l'échelle de l'Union européenne, c'est la même chose. Le point le plus important pour nous, et je conclue là-dessus vraiment, c'est la question de l'accord d'association. L'accord d'association UE-Israël fait de l'Union européenne le premier partenaire commercial d'Israël. Cet accord d'association, il est conditionné au respect des droits humains à travers son article 2. Comment expliquer aux citoyens européens que cet accord ne soit toujours pas suspendu après 2 ans de génocide? Une quarantaine d'organisations qui ont documenté le génocide, qui l'ont qualifié. Tout ce qui a été fait sur le plan onusien, sur le plan des juridictions internationales, et vous avez toujours cet accord d'association qui est en cours. Ça représente plus de 40 milliards par an d'échanges directs avec Israël. Et si vous voulez, c'est tout ce qui permet à la machine coloniale et génocidaire de continuer à se nourrir. Et de la même manière que l'Afrique du Sud
du temps de l'apartheid a dû être isolé, boycotté, mis au banc des nations, nous devons faire la même chose avec Israël. Ça sera ma conclusion. Chacun à sa place peut agir. Il faut juste avoir conscience, et je vous le dis en étant dans un moment où je suis moi-même très éprouvée, fatiguée, pour toute l'actualité que vous avez vue, pour tout ce qui se passe. Mais nous devons tous avoir en tête que nous sommes sur un temps long de lutte, un temps long, et qui mérite justement qu'on se saisisse pleinement de cette cause palestinienne. En dehors des quelques photos, des vidéos que vous allez voir qui sont atroces, qui nous mettent dans des états pas possibles, qui nous indignent, il faut comprendre que nous devons l'investir sur le temps long, en comprenant également qu'il y a une dimension de sacrifice dans toutes les luttes. Et avant vous, des Français et des Françaises ont donné de leur temps, de leur week-end, de leur énergie pour faire tomber ce régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et avant nous, des Français et des Françaises se sont opposés à la colonisation. Et avant nous, des Français et des Françaises se sont opposés à la guerre au Vietnam. Eh bien, nous sommes des héritiers aussi de cette France-là. C'est comme ça que je vois notre présence ici. On doit vraiment tenir sur le temps. Si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le niveau de connaissance, nous l'avons tous. On arrive tous à trouver les informations, en tout cas, je l'espère, sur le plan du droit international, sur la complicité européenne, sur la situation et les déclarations de nos dirigeants. Il faut simplement qu'on arrive. Celui qui veut savoir, en réalité, peut le savoir. On a tellement d'œuvres, de livres qui ont été traduits, de Ilan Pappé, d'historiens même israéliens, de Palestiniens. Voilà, on n'a plus d'excuses finalement sur cette éducation aussi que nous devons avoir et cette transmission que nous devons avoir sur l'action palestinienne. Moi, j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut absolument tenir sur le temps long. Et le peuple palestinien compte aussi sur nous, sur cette temporalité-là. Et entre le moment où la Convention contre l'apartheid a été, si vous voulez, élaborée, c'était en 73, il a fallu presque 20 ans pour qu'on arrive à bout de ce régime d'apartheid véritablement. Eh bien, il faut qu'on soit, en tout cas, fort et résilient sur la durée, et je compte sur chaque personne qui est dans cette salle de faire, j'ai aucun doute là-dessus, mais de continuer à faire ce que chacun peut faire à son échelle, de là où il est, qu'il soit étudiant, qu'il soit retraité, qu'il soit employé. Et puis notre part, on doit continuer à la faire de là où on est nous aussi, politique, militant, associatif, mais on ne peut pas le faire sans vous. C'est vraiment ma conclusion, c'est qu'on ne peut pas survivre, nous, de là où on est, sans vous, sans votre mobilisation et sans votre attente de cette justice qui doit voir le jour, et on a besoin de vous autant que vous avez besoin de nous, et on doit simplement, pour moi, tenir sur la durée. C'est qu'une question d'années. Je n'ai aucun doute sur le fait que le peuple palestinien embrassera cette liberté, embrassera cette dignité, cette justice. La seule question qui m'obsède, moi, c'est de savoir à quel prix. À quel prix? Encore combien de morts, combien de sacrifices, combien de gens parmi nos sociétés aussi sacrifiés, c'est-à-dire usés, traqués, censurés. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que ce jour viendra, et notre plus grande fierté, c'est d'y avoir contribué, tout simplement.